Bonjour et bienvenue au module 9 consacré aux principes de fonctionnement de l'économie d'un fonds d'investissement. Alors, ce module est particulièrement important d'un point de vue pratique. Il est souvent plus facile de parler du capital que vous comptez déployer que de parler de l'argent que vous comptez gagner grâce à votre travail. C'est un sujet un peu tabou. Cependant, il est important de bien budgétiser et surtout de bien négocier afin que vous puissiez être bien motivé au-delà des autres incitations que vous pouvez avoir à entreprendre ce long voyage de levée de fonds et de constitution d'un fonds d'investissement. Dans ce module, nous parlerons des éléments clés du revenu et de la rémunération d'un fonds, à savoir le salaire et le bonus, financés par les frais de gestion, et le carry, qui est une rémunération basée sur la performance du fonds. Nous avons basé la discussion sur des considérations pratiques, notamment le sacrifice que vous aurez peut-être à faire sur les niveaux de salaire, le risque fondateur, c'est-à-dire le risque que prennent les personnes qui vont créer le fonds d'investissement, et la planification de la relève, c'est-à-dire les équipes qui vont vous succéder après la création de votre fonds pour penser à long terme. Nous vous présenterons également quelques analyses comparatives, quelques benchmarks sur d'autres marchés pour avoir une idée des salaires pratiqués par les fonds d'investissement. Enfin, vous découvrirez les principes clés de l'attribution du carry, les aspects psychologiques derrière cette attribution et le carry en tant que cage dorée ou incitation claire pour vos équipes. Nous parlerons de ce qui se passe lorsqu'il est temps de laisser les gens, les employés qui le souhaitent, quitter le fonds. Il faut également prévoir ce cas de figure. Enfin, de nombreux gestionnaires de fonds, en particulier les gestionnaires de fonds débutants, estiment qu'il est difficile d'avoir ces conversations sur le carry, principalement parce que ce sont des conversations que vous avez entre vous, l'équipe de gestion du fonds, et ensuite vous présentez le plan d'allocation du carry aux investisseurs. Mais ce sont des conversations qui sont inéluctables. Il faut donc les aborder avec sérénité dès le début. Nous nous concentrerons également sur l'importance de bien comprendre comment mener ces discussions. Connaître votre valeur, négocier pour cette valeur en tant qu'individu, construire une stratégie de rémunération qui aide à bâtir une équipe solide et motivée. Et enfin, dernièrement, bien répondre aux questions de due diligence des investisseurs sur les choix que vous avez faits et justifier que ces choix ont été faits sur une base juste et mutuellement bénéfique. Merci et profitez bien de cet avant-dernier module. Bienvenue dans le module 9 consacré au fonctionnement de l'économie d'un fonds d'investissement. C'est un module de Geeta Tharmaratnam et pour la version française, Amy Fanny Tonisso. Commençons par les composantes clés du revenu et de la rémunération d'un fonds. Petit rappel, ce sont des notions que nous avons vues lors des modules précédents. Le fonds d'investissement a principalement deux sources de revenus. La première source, ce sont les frais de gestion. Management fees, qui sont calculés, comme vous vous rappelez, sur la base du capital levé pendant la période où le fonds est en levée de fonds, donc c'est-à-dire dès le premier closing, et ensuite calculé sur la base du montant investi dans les entreprises. Ces frais de gestion servent à couvrir des charges fixes comme les salaires de base, les primes annuelles, par exemple. La deuxième source de rémunération est le carry. Le carry est l'intéressement que le general partner a dans le fonds une fois qu'il a retourné aux investisseurs les montants investis et le taux de rendement minimum qui s'appelle le hurdle rate en anglais. Alors, après ce rappel sur des notions que nous avions déjà vues, entrons maintenant dans un peu plus de détails concernant les éléments clés qui vous permettent de calculer les données économiques de votre fonds d'investissement. Alors, comme vous le savez,
pour votre fonds d'investissement, vous allez être amené à construire un modèle financier qui va, entre autres, vous permettre de donner la rentabilité attendue par votre fonds. Donc, vous allez capturer d'un côté tous les flux positifs, c'est-à-dire tous les revenus que votre fonds va engendrer, et d'un autre côté, les flux négatifs, toutes les dépenses que vous allez avoir. Intéressons-nous ici à deux éléments clés qui sont partie intégrante de votre modèle financier. Le salaire et bonus d'un côté et le carry de l'autre. Ces éléments seront bien sûr soumis aux changements inhérents à la vie du fonds, donc c'est-à-dire les départs d'employés, l'arrivée de nouveaux membres, les promotions des membres de l'équipe, etc. Il est donc important de construire un modèle financier qui est flexible, adaptable, qui peut vous permettre rapidement, en changeant quelques variables, de voir le résultat sur votre rentabilité finale. Alors, commençons par salaire et bonus. Le salaire, bien sûr, pour fixer les salaires de votre équipe, vous allez prendre en compte différents éléments. Un de ces éléments très importants est la référence que vous allez faire aux pratiques dans l'industrie. C'est un élément important, mais ce n'est pas facile d'avoir des informations sur les salaires pratiqués par les autres fonds. Vous allez donc faire preuve de créativité ici pour pouvoir recueillir les informations nécessaires qui vous permettront de comparer le salaire que vous offrez à ceux qu'offrent les concurrents. Ensuite, le bonus, bien sûr, il est discrétionnaire et il est basé sur la performance. Alors, à la fois la performance individuelle, c'est-à-dire la performance de l'employé que vous jugez, la performance dans l'équipe et la performance de l'entreprise, c'est-à-dire la performance du fonds. Donc, tous ces éléments viennent pour vous aider à évaluer à peu près le niveau de bonus que vous allez accorder aux différents membres de l'équipe. Concernant le carry, on peut dire déjà qu'il n'est pas proposé systématiquement à tous les membres de l'équipe, donc ça c'est une particularité. Il s'applique en général aux personnes seniors de l'équipe, c'est-à-dire les personnes les plus expérimentées. Ensuite, ce n'est pas un paiement qui est fait en une fois, mais il est plutôt réparti dans le temps. Et bien sûr, il ne commence que lorsque le taux de rendement minimum a été atteint et retourné aux investisseurs. Alors, compte tenu de l'incertitude qui entoure le carry, est-ce qu'on va vraiment arriver à retourner aux investisseurs leur mise de base et le taux de rendement minimum? Il existe beaucoup de questionnements, on va dire, de la part des gestionnaires de fonds concernant les salaires et les primes qui, du coup, sont l'élément de stabilité dans la compensation d'une personne qui travaille ou qui monte un fonds d'investissement. Le carry est ainsi un élément incertain dans un futur lointain, soumis à beaucoup d'hypothèses, tandis que le salaire représente la sécurité à court terme et surtout le moyen de subvenir aux besoins quotidiens et immédiats du fonds et des membres de l'équipe. Il faut donc trouver le bon équilibre, et ce n'est pas aisé. Et la tentation est grande de tout miser sur le carry et de réduire les salaires, mais il ne faut pas. Il faut vraiment essayer d'équilibrer au maximum. Alors, nous allons voir ici 6 éléments qui, à mon avis, représentent un peu les préoccupations ou les questions que se posent souvent les gestionnaires de fonds sur le salaire. Après avoir fait tous ces sacrifices, combien est-ce que je peux espérer gagner comme salaire avec ce fonds? Premier élément, ce que nous appelons le sacrifice salarial. C'est un terme qui en fait veut dire que, en tant que gestionnaire de fonds, on s'attend à avoir un salaire peut-être moins élevé qu'on aurait eu si on était dans une autre voie ou si on travaillait ailleurs.
Et ceci est en particulier vrai pour les nouveaux gestionnaires de fonds, parce qu'un nouveau fonds a un revenu qui est assez limité, en fait, qui est limité aux management fees qui sont calculés, comme vous le savez déjà, sur la base du montant final qu'il réussit à lever. Donc, pour éviter d'avoir des salaires trop bas dans le fonds, ce qu'on conseille, c'est de vraiment réfléchir à comment s'imbriquent les différentes pièces du fonds. C'est-à-dire, la taille de l'équipe est-elle adaptée à la taille du fonds? Et ces deux éléments-là prennent-ils en compte les frais de gestion attendus? Je m'explique. Si vous levez un fonds de 10 millions de dollars, vous savez par avance que vous aurez environ 3 à 5% de ce montant comme frais de gestion. Donc, vous avez une enveloppe globale que vous pourrez attribuer au salaire, mais aussi aux autres frais de fonctionnement du fonds. Donc, il est judicieux pour vous déjà de voir combien de membres dans l'équipe vous pouvez vous permettre. Donc, tous ces éléments doivent vraiment être cohérents pour éviter que vous vous retrouviez, par exemple, avec un fonds qui est petit, mais avec une équipe qui est trop grande et donc des salaires trop petits. Le deuxième élément, ce sont les engagements. Les general partners, donc les membres de l'équipe qui fondent le general partner, vont s'engager à co-investir aux côtés des limited partners dans le fonds. Il faut donc qu'ils aient un salaire qui puisse leur permettre de répondre à ces obligations. Attention ici, on l'avait déjà vu, les frais de gestion ne doivent pas servir à financer la contribution du GP dans le fonds. Mais il y a quand même une corrélation, un lien indirect entre le salaire d'une personne et sa capacité à mettre une certaine somme dans ses économies sur la table lorsqu'il s'agira de co-investir avec les LP dans le fonds. Le troisième élément est le risque porté par les fondateurs du fonds. Ce risque peut s'avérer, peut finir par être excessif, surtout qu'en général, les fondateurs du fonds sont des personnes expérimentées et donc en théorie, ont le coût d'opportunité le plus élevé de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir un emploi alternatif avec un revenu beaucoup plus significatif, étant donné qu'ils sont des professionnels avec un certain niveau d'expérience. Quatrième élément, la fluctuation du bonus. Lorsqu'on crée un fonds pour la première fois, on est confronté à des frais de démarrage qui sont souvent plus élevés que pour les fonds qui existent déjà. Parce qu'il y a un certain nombre de frais qu'on paye au démarrage, qu'on n'aura pas forcément à payer lorsqu'on lève un deuxième, un troisième, voire un quatrième fonds. Cela veut dire qu'au final, le first-time fund manager, c'est-à-dire le nouveau gestionnaire de fonds, a moins de revenus nets à la fin et donc un pool plus réduit pour attribuer des bonus. Donc, les fluctuations de bonus sont inéluctables dans ce cas. Ensuite, le timing du bonus, celui-ci peut affecter les membres de l'équipe de façon différente. Par exemple, les membres juniors, c'est-à-dire des jeunes professionnels, ont des besoins immédiats. Certains ont peut-être pris un crédit pour faire des études, faire un MBA. D'autres sont peut-être en train d'acheter leur première maison. Donc, ils ont des besoins en cash qui sont différents des membres plus seniors de l'équipe. C'est à vous, en tant que gestionnaire de fonds, donc de vous assurer que vous prenez en compte ces différences dans l'équipe lorsque vous allez prendre des décisions par rapport à l'économie de votre fonds. Le dernier élément, la succession. Donc, il faut penser que vous allez mettre en place une équipe aujourd'hui, mais il faut penser à la succession. Qui prendra la relève demain? Dans les grandes entreprises, c'est assez cadré. En général, le plan de succession est clair. Quand vous êtes identifié comme haut potentiel faisant partie de ce plan,
Vous avez une progression de carrière qui est assez linéaire avec des salaires et des bonus qui augmentent régulièrement. La situation est différente dans un fonds d'investissement. Les carrières, la progression peut être plus lente. Donc, il faut prendre en compte cet élément lorsqu'encore une fois, vous vous intéressez aux flux, aux intérêts économiques dans votre fonds. Intéressons-nous à présent au benchmark des salaires qui va vous être très utile lorsque vous allez devoir fixer les différents salaires des différents membres de l'équipe de votre fonds. Avant de commencer, précisons encore une fois que ce sont des données très difficiles à obtenir. Vous allez certainement avoir besoin d'identifier des contacts dans l'industrie avec lesquels avoir des conversations confidentielles et privilégiées en Afrique ou en Europe afin de former un benchmark qui sera le plus adapté à votre situation. Pour illustrer le propos ici, nous avons utilisé plusieurs sources, dont la principale est basée sur une étude, une enquête qui a été faite en 2020 sur l'Europe et l'Afrique pour l'accès à la compensation du capital privé. Et donc, nous allons avec vous partager ici les résultats de cette étude, mais sachez dès à présent que pour avoir quelque chose ou des informations, des montants plus proches de votre marché et de votre fonds en particulier, il vous faudra certainement faire des études un peu plus approfondies. Alors, le graphe que vous voyez ici montre le niveau de compensation par seniorité de l'employé, mais aussi par taille de fonds. Et donc, vous voyez que, grosso modo, plus on est senior dans un grand fonds, plus la compensation est élevée. Il faut bien sûr ajouter les facteurs de zone géographique, secteur, stratégie, etc., qui peuvent influencer la compensation au final, mais de façon générale, plus on est senior dans un grand fonds, plus la compensation est importante. Alors, sur la base de ce graphe, nous faisons quelques observations générales à nouveau. Ici, au niveau managing partner, c'est-à-dire le niveau le plus senior dans le fonds, le salaire de base en général est compris entre 250 000 et 260 000 euros, avec un bonus entre 100 et 110% du salaire de base. Au niveau de principal, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, le salaire de base aussi entre 130 000 et 140 000 euros, et le bonus représente 80 à 90% du salaire de base. Au niveau associate, niveau junior, le salaire de base se situe entre 60 000 et 70 000 euros et le bonus peut représenter de 60 à 70% du salaire de base. Donc, encore une fois, ces données sont là uniquement pour illustrer nos propos, parce que les données sur les salaires des gestionnaires de fonds en Afrique sont vraiment spécifiques aux régions, aux pays, et bien sûr, la rémunération varie en fonction des années d'expérience, de la taille du fonds, de la géographie, de la stratégie d'investissement, etc. Mais au moins là, vous avez quand même un ordre de grandeur et surtout, vous avez aussi la proportionnalité entre les différents niveaux de seniorité parmi les employés. Continuons à parler des salaires et rajoutons ici le bonus et le carry. Alors, le graphe ici nous montre les niveaux de salaire, de bonus et de carry par niveau de seniorité. Donc, on retrouve nos échelons, managing partner, principal, associate, mais aussi par type de fonds. Parce que bien sûr, en fonction du type de fonds, la stratégie du fonds dans lequel vous êtes, les niveaux de compensation vont varier. Et ici, différentes catégories de fonds sont présentes. Vous avez les fonds de buyout, les growth, les distress, etc. Donc, dans le cas de figure qui nous intéresse, je pense qu'on est plus proche du growth capital, c'est-à-dire le capital d'investissement, ou encore du venture capital pour ceux qui font des transactions sur des sociétés un peu plus jeunes. Donc, dans la même logique que le slide précédent, ces montants sont ici à titre purement illustratif pour montrer un peu à quel niveau on peut se situer.
et surtout, ils sont plutôt proches des marchés développés. Donc, encore une fois, si vous êtes un fonds basé en Afrique, il faudra quand même faire un petit travail avant pour adapter ces montants. Et donc ici, on a un exemple. Hein, si on regarde les associés gérants dans le capital risque, on a une moyenne d'à peu près 220 000 euros, 229 000 euros de salaire de base et 275 000 euros de salaire de base, par exemple, pour des partenaires de fonds qui font de la dette. Donc, encore une fois, il y a une variabilité en fonction de la stratégie du fonds. Intéressons-nous à présent aux préoccupations des gestionnaires de fonds au sujet du carry. Alors, le carry est un sujet un peu particulier. On sait qu'on doit l'aborder, mais en même temps, on a un peu peur parce qu'on risque de toucher à des choses qui vont peut-être faire mal ou qui vont être mal comprises, surtout lorsqu'on est en train de monter le fonds, on est dans l'effervescence, on est en train de préparer le pitch, on rencontre des investisseurs intéressés, etc. La tentation donc est grande de remettre cette discussion de carry à plus tard, mais surtout, ne le faites pas. Évitez cette tentation et parlez rapidement entre vous, les membres fondateurs du fonds et les membres de l'équipe élargie, parlez du carry. Il y a des questions que vous vous posez, que les autres employés ou les autres partenaires se posent. C'est important de les adresser dès le début. Première question, qui a droit au carry? Donc, à partir de quel niveau d'ancienneté les employés ont droit? Est-ce que dès qu'on rejoint le fonds, on peut avoir droit au carry? Est-ce qu'il faut être là dans le fonds au moins 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'un analyste peut avoir droit au carry ou est-ce que ça commence au senior associate? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions autour déjà de qui a droit au carry auxquelles vous devez répondre, pour lesquelles vous devez discuter entre vous. Ensuite, quel est le niveau de carry? Quel est le bon montant à attribuer à chacun? Ou si vous êtes dans la position de celui qui va demander un carry aux autres partenaires, à quel niveau vous allez demander? Troisième élément, le risque du fondateur. En tant que fondateur du fonds, comment est-ce que vous allez être récompensé pour le risque supplémentaire que vous prenez par rapport aux autres employés? Quatrième élément, l'intéressement ou la prison. Ça veut dire à partir de quel moment on intéresse les membres de l'équipe sans qu'ils se sentent en prison. Est-ce que le carry les motive ou au contraire leur fait peur et entrave leur performance? En particulier, si vous leur dites, écoutez, moi je vous donne un carry si vous restez 10 ans avec nous. Est-ce que c'est un facteur de motivation ou est-ce qu'ils vont se dire au contraire, moi je n'ai pas envie de travailler pendant 10 ans avec ce fonds, donc je ne les rejoins pas. Donc il faut vraiment penser également à cet aspect-là. Comment motiver sans démotiver? Cinquième élément, la compensation. On a bien vu qu'on a 2 éléments de revenus, le salaire et le carry. Comment trouver l'équilibre entre un salaire important aujourd'hui et un carry moindre plus tard, ou le contraire? Et enfin, le dernier élément, c'est le départ. Parce que votre fonds, eh bien, il va vivre. Vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont vous rejoindre, d'autres vont partir, etc. Donc, comment est-ce que vous gérez les allocations de carry lorsque les employés partent? Question fondamentale à se poser dès le début. Donc, nous allons revoir dans les slides précédents, dans les slides suivants, tous ces éléments dans le détail. Mais sachez dès à présent que si vous vous posez ces bonnes questions dès le début, vous avez fait 50% du chemin. Alors, première question, qui a droit au carry? La réponse va peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas une science exacte, malheureusement. Il n'existe pas dans l'industrie de standards, de règles, de méthodologies particulières. Ça n'a pas été développé, ça n'existe pas. Chaque cas est particulier. Donc, bien sûr, on peut s'inspirer d'autres fonds, mais à la fin, votre allocation de carry, c'est-à-dire la façon dont vous allez répartir le carry entre les membres de l'équipe, va dépendre de vous, des discussions que vous avez eues, de votre stratégie, de votre marché et de plein d'autres choses. Alors, le carry, qui a droit au carry, ce n'est pas une science exacte. Les choix des membres de l'équipe
déjà? Est-ce que c'est au niveau partenaire? Est-ce que c'est au niveau manager? Vous allez devoir décider, donc, comme on l'a vu précédemment, qui a droit au carry précisément. Il est peut-être utile, même certainement utile, de parler à d'autres gestionnaires de fonds, surtout sur votre marché, pour savoir comment votre plan est par rapport aux autres. Et le plus important, peut-être ici, c'est lorsque vous présentez votre plan d'allocation de carry à votre équipe, il faut expliquer clairement en fait les règles de répartition. Ça ne doit pas être, c'est pas parce que ce n'est pas une science exacte que ça doit être confus ou totalement subjectif. Vous devez avoir des clés de répartition, une justification qui vous permet de présenter voilà ce que j'ai décidé à partir de tel niveau de seniorité, telle personne a droit à tel montant, etc. Bien sûr, vous allez avoir des membres de l'équipe qui vont challenger, d'autres vont accepter, d'autres vont peut-être menacer de quitter le fonds, mais c'est ainsi. C'est une discussion à avoir entre adultes et on ne peut pas être toujours d'accord sur tout, mais il faut avoir la discussion et surtout, il faut argumenter de façon logique vos choix, que personne ne se sente lésé ou privilégié par rapport à d'autres. Donc, le carry peut devenir moins un exercice de rationalité et plus un processus social ou même un combat de coq. C'est tout à fait vrai. Mais on espère que dans votre cas, l'exercice sera un exercice qui va bénéficier au plus grand nombre des membres de l'équipe et que vous arriverez à la fin à une allocation qui satisfait le plus grand nombre. Mais le plus important, au-delà de ces batailles de chiffres, c'est vraiment la culture que vous créez au sein de votre fonds d'investissement qui va se traduire dans le carry. Par exemple, vous créez des niveaux qui sont basés sur l'ancienneté. Donc, vous avez les associés directeurs, les associés, les principales, les managers, les analystes, etc. Et en fonction de chaque niveau, vous pouvez attribuer un certain nombre de points de base, un certain nombre, donc c'est-à-dire une base de carry qui pourrait être répartie sur ces niveaux. Si vous êtes un nouveau gestionnaire de fonds, vous aurez peut-être des exceptions à faire. Peut-être que vous allez vous trouver à un moment en levée de fonds et on va vous demander un profil particulier que vous n'avez pas dans votre équipe. Vous rencontrez la personne qui correspond à ce profil et pour pouvoir l'attirer, vous lui offrez un carry qui est peut-être supérieur à ce que vous lui aurez offert en temps normal. Donc, ce sont des exceptions qui peuvent arriver et il faudra les incorporer dans votre stratégie. Et pour finir sur cette question de qui a droit au carry, je le répète, lorsque vous créez un plan d'allocation, il faut avoir une méthode. Donc, la méthode qu'on propose ici, c'est par exemple avoir différentes catégories d'employés. Et surtout, bien réfléchir à la justification pour allouer un montant de base à ces différentes catégories. Le graphe que vous voyez ici montre un plan d'allocation par niveau de seniorité et par taille de fonds. Et donc, on observe que de façon générale, pour les fonds avec des montants élevés, la compensation est élevée parce qu'en montant absolu, la proportion, lorsqu'on calcule le montant de carry, il est plus élevé que si on avait un fonds de taille plus petite. Une autre question sensible. Quel montant de carry est-il suffisant? Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de règle, encore une fois, pas de règle standard, pas de règle dans l'industrie. Et voilà, il faut que vous décidiez vous-même des niveaux de carry que vous allez proposer à votre équipe. Les partenaires fondateurs peuvent généralement obtenir des allocations de 66 à 75% du pool total de carry, en particulier lorsqu'il s'agit de premiers fonds où les risques sont plus élevés et les équipes moins nombreuses. Donc, c'est logique. Si vous créez un fonds et donc vous courez plus de risques, vous avez un nombre d'employés plus réduit, vous aurez droit à une part plus importante du pool total disponible pour le carry.
En règle générale, les employés les plus juniors, donc généralement, quand on parle d'employés juniors en private equity, on parle des senior associates et en dessous. Mais au niveau senior associates, on peut avoir un niveau d'allocation moins élevé. On en a un, contrairement aux analystes qui souvent n'en ont pas. On a un niveau d'allocation de carry, mais il est moins élevé. Il peut être de l'ordre de 3 à 5 fois la rémunération annuelle en espèces. Et si on passe au niveau VP ou directeur junior, ou encore directeur, on passe de 7 à 10 fois le montant de la rémunération annuelle en espèces, ou encore de 12 à 15 fois au niveau directeur ou partenaire junior. Alors, tous les membres de l'équipe ne sont pas éligibles au carry, même s'ils ont la même fonction. Ils peuvent avoir le même titre, la même fonction. Ils ne sont pas forcément tous éligibles. Il faut encore une fois que vous fassiez un travail vraiment de détermination des éléments qui vont vous faire attribuer un carry à quelqu'un. Et il y aura aussi des variations en termes de responsabilité au sein de l'équipe et entre différents fonds. Si vous avez plusieurs fonds d'investissement, vous n'avez pas la même structure de carry pour chacun des fonds. Donc, de façon générale, plus la fonction et la responsabilité d'un individu sont élevées, plus son carry est élevé. Mais vous allez également prendre en compte d'autres facteurs, comme la concurrence sur le marché, le caractère unique de la stratégie ou de la structure de votre fonds, ou encore les contributions spécifiques que vous attendez des différents membres de l'équipe. Enfin, pour terminer, sur le graphe que vous voyez ici, qui est tiré d'une étude sur la compensation dans le private equity, vous voyez qu'il y a vraiment une variabilité. Par exemple, tous les partenaires interrogés dans les fonds de cette enquête ont droit au carry. Mais pas tous les managing partners. Vous voyez qu'il y a à peu près 90% des managing partners qui ont droit au carry. Ou si vous regardez à l'extrême droite les analystes, il y en a qui ont droit au carry. Et bon, bien sûr, c'est en des proportions beaucoup plus modestes. Un peu moins de 20% des analystes interrogés ont droit au carry dans le fonds où ils travaillent. Alors, parlons toujours des montants de carry. La question de savoir si le carry est suffisant, bien sûr, se pose à tous ceux qui travaillent dans le fonds d'investissement. Mais comme vous vous en doutez, la réponse varie également en fonction du point de vue de chacun. Pour les partenaires fondateurs, ils prennent en compte différentes variables. Première variable, ils vont être dilués. Même si aujourd'hui, ils ont 75% du pool total de carry, au fur et à mesure du temps, des promotions internes, de la venue de nouveaux membres, ils vont être dilués et leur allocation sera moindre que celle avec laquelle ils ont commencé. Donc, ce fait peut générer des frustrations. Il peut se dire, oh, je fais tous les sacrifices pour lancer ce fonds et au final, je ne suis pas récompensé à la hauteur des sacrifices que je fais. Mais l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir concilier les différents points de vue pour que chacun y trouve son compte. Donc, en tant que gestionnaire de fonds, c'est vraiment votre rôle, pouvoir concilier ces différents points de vue, non seulement au sein de l'équipe de partenaires, mais également au sein de l'équipe élargie du fonds. Par exemple, pour les membres de l'équipe qui sont juniors, leurs préoccupations sont totalement différentes. Ce sont de jeunes professionnels qui ont des besoins immédiats de cash, ils ont besoin de financer leurs études s'ils les ont faites à crédit, ils sont en train de construire leur famille, ils vont peut-être acheter une maison. Donc, le bonus est peut-être une préoccupation plus urgente pour eux que le carry, qui est un élément, certes, intéressant potentiellement, mais qui est loin. Et surtout, ils ne disposent pas vraiment de levier de négociation sur le carry qui leur est attribué. Alors, une façon de concilier un peu les points de vue différents sur cette question, encore une fois, c'est de créer une culture favorable à la performance. Une culture inclusive dans laquelle le carry va récompenser aussi bien les membres de l'équipe d'investissement que les membres de l'équipe des fonctions support. Un peu une devise à la un pour tous, tous pour un. Mais faites vos calculs parce que ça peut revenir cher.
Donc, il faut aller sur le principe de base d'être très inclusif et puis après, voir ce qui est vraiment réalisable avec les données économiques de votre fonds. Alors, le carry est souvent associé à quelques défis, comme vous l'avez vu. On a vu que ce ne sont pas des questions faciles. On a essayé de regrouper sur ce slide quelques questions qui sont difficiles et qu'on aimerait discuter avec vous pour commencer déjà à vous faire réfléchir dessus. La première question, c'est la question de l'allocation. Excessive ou pas par rapport aux autres. Donc, ceux qui conçoivent l'allocation, c'est-à-dire les membres de l'équipe fondateur, peuvent trouver des justifications pour dire, écoutez, nous, on prend tous les risques, donc on s'attribue tous les points de carry ou on s'attribue 90%. Et au final, le risque, c'est d'avoir un manque d'alignement entre ces membres-là et les membres qui vont venir plus tard. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut trouver un équilibre. Sans se léser en tant que fondateur, mais il faut arriver à trouver un équilibre. Ensuite, le deuxième problème peut être une mauvaise évaluation des contributions. On a souvent du mal à estimer ce qu'on va vraiment apporter. On peut surestimer ou sous-estimer, ça dépend de quel angle on se place, mais il faut vraiment faire attention à ne pas surestimer ou sous-estimer les contributions des uns et des autres. Troisième élément, l'attribution de la performance. Il est extrêmement difficile d'évaluer dans une transaction la performance individuelle juste parce que la transaction implique plusieurs personnes par nature, dans des rôles différents. Donc, il faut vraiment faire attention à comment vous évaluez la performance individuelle des membres de votre équipe. Quatrième élément, le carry peut être vu comme une mesure de la valeur individuelle. Donc, certains peuvent utiliser le carry comme une mesure de leur valeur supposée. Et donc, ils ne prennent pas en compte les salaires, les primes, etc. Ils se disent, je vais voir si dans le carry, on me donne vraiment de la valeur dans cette firme. Donc, il faut vraiment faire attention à cela et avoir des discussions ouvertes si vous sentez dès le début qu'il y a des freins par rapport au carry que vous attribuez à tel ou tel membre de l'équipe. Et dernier élément, c'est le côté impact, vraiment impact psychologique. Les membres de l'équipe qui sont impliqués dans les opérations, plutôt que dans l'investissement, peuvent se sentir comme des citoyens de seconde catégorie parce qu'ils n'ont pas droit ou ils ont droit à très peu de carry. Et donc, c'est un peu difficile comme situation. Et idéalement, il faudrait que tout le monde, en tout cas à un certain niveau, soit traité de la même façon pour pouvoir créer un esprit de corps beaucoup plus cohérent dans le fond. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ici de primes qui deviennent une cage dorée? Le fait d'avoir droit à un carry ne doit pas constituer une cage dorée pour les employés du fonds. Au contraire, un bon système de compensation s'assure que ceux qui souhaitent quitter le fonds puissent le faire dans de bonnes conditions, sans craindre de tout perdre. Et en matière de carry, il existe des provisions en anglais qu'on appelle good leaver, bad leaver, traduit littéralement par bon départ, mauvais départ, ou bon partant, bon sortant, mauvais sortant, qui permettent d'énumérer les conditions dans lesquelles un employé qui quitte le fonds peut continuer à avoir droit à tout ou une partie de son carry. Donc, il ne faut surtout pas voir l'allocation de carry comme le but ultime. Il faut donner la flexibilité, nous sommes des êtres humains. Les gens qui travaillent dans l'équipe peuvent avoir différentes raisons de vouloir partir à un moment. Soit ils sont à la recherche de différentes expériences en fonds d'investissement, dans différents types de fonds d'investissement, peuvent changer de mode de vie, changer d'industrie, leur situation personnelle peut changer, ils peuvent être recrutés par d'autres fonds, ça existe, c'est vrai, ou tout simplement avoir envie de faire autre chose. Mais il ne faut pas qu'ils soient systématiquement punis
parce qu'ils ont décidé de partir, bah, ils partent sans leur carry. Non, il faut avoir des provisions pour un good leaver, c'est-à-dire quelqu'un qui part dans les bonnes conditions. Ces conditions peuvent être énumérées: décès, invalidité, retraite, maladie de longue durée, etc. Donc, un bon partant peut obtenir généralement le montant le plus élevé, et sous réserve bien sûr qu'il ait dépassé la période de blocage, c'est-à-dire la période pendant laquelle il n'a pas droit au carry. Il doit pouvoir être en mesure d'avoir accès au carry même quand il est parti. En contrepartie, un bad leaver ou un mauvais sortant peut s'attendre à recevoir une valeur marchande de son carry basse, tout simplement parce qu'il n'est pas parti dans de bonnes conditions, il n'a pas quitté son fonds dans de bonnes conditions. Petit aparté sur la période de blocage. En fait, la période de blocage sert un peu à réglementer la proportion d'actions pour laquelle l'employé sortant aura droit au prix bon départ, c'est-à-dire le prix le plus élevé. Si vous rejoignez un fonds, on peut vous dire que vous avez une période de blocage, par exemple, de 3 ans, c'est-à-dire que vous devez passer au moins 3 ans à travailler pour ce fonds pour pouvoir revendiquer vos droits au carry lorsque vous partez et que vous êtes un bon partant. Donc ça, c'est à la fois pour protéger le fonds, pour ne pas que le fonds se retrouve à accorder du carry à quelqu'un qui vient et qui reste 3 mois. Et ça permet donc de fidéliser une certaine partie des employés. Enfin, terminons ce module, comme nous le faisons habituellement, par quelques astuces. Première astuce, commencez à parler du carry tôt. Abordez ces questions vraiment dès le début, entre vous, les membres fondateurs, entre les nouveaux membres de l'équipe, pour être à l'aise, échanger et déjà savoir à peu près psychologiquement où chacun se situe. Deuxièmement, la culture du carry, ou plutôt la culture de la performance. Donc, il faut être généreux et inciter les gens à vraiment être à leur meilleur niveau pour pouvoir bénéficier du carry. Troisième astuce, il faut continuer de motiver l'équipe. Donc, c'est vraiment une gestion active. Il faut que le carry reste un facteur de motivation. Sinon, ça peut devenir rapidement toxique dans la culture de la société. Donc, il faut continuer à motiver, à parler du carry pour que ça soit quelque chose de concret, même si on sait que c'est une récompense à long terme. Quatrième élément, le risque du fondateur. En tant que fondateur, partenaire fondateur, on a vraiment un poids sur soi et on peut avoir un fort besoin de se dire « je prends tous les risques, donc je veux vraiment m'assurer que je sois récompensé ». Ce sont des préoccupations qui sont valables et qu'il ne faut pas hésiter à discuter de façon transparente avec les membres de l'équipe. Cinquièmement, le cash versus le carry. Il y a une très belle phrase ici qui dit « le salaire paie les factures, le carry paie les rêves ». Ça veut dire que la motivation à rester à travailler dur, elle est affectée par plusieurs choses. L'engagement professionnel et aimer se faire ce qu'on fait, aimer travailler avec les personnes avec lesquelles on travaille sont vraiment des facteurs très importants. Il ne faut pas tout mettre sur le carry parce que, in fine, le carry n'est pas là tout de suite. Donc, il faut vraiment des éléments en place pour que les personnes qui sont dans votre équipe soient motivées à rester et à travailler avec vous. Et enfin, dernièrement, restez sincère. Le but du carry est d'aligner vos intérêts à ceux de vos investisseurs, les LPs. Plus vous êtes performant, plus le retour à LP est important et plus le carry que vous allez avoir à gérer est élevé. Restez donc fidèle à cette intention. Travaillez, performez pour pouvoir avoir accès à un carry important et soyez transparent et précis dans vos calculs et dans vos allocations. Voilà, nous terminons ainsi le module 9 consacré aux principes de fonctionnement de l'économie d'un fonds. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Bravo, bravo d'être arrivé jusqu'au module 9. Il ne reste plus que le module 10 et vous aurez votre certificat
Merci de votre participation. Restez engagés. Plus qu'un seul module.